13 dimanche, le magazine politique de France 3, invité Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National et député européen. Bonjour ou rebonjour Jean-Marie Le Pen pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. 40 ans de vie politique, 40 ans que le Front National existe, mais en 40 ans les choses ont bien changé en France et dans le monde, même si la crise économique ne date pas d'aujourd'hui, elle suscite des questions sur l'avenir du modèle français, l'avenir de l'industrie, de notre système social, dans une Europe elle aussi en crise. Les Français cherchent de nouvelles idées, tentent de trouver des repères, le Front National en profite électoralement, mais personne, aucun parti ne peut prétendre avoir la solution. Alors on va parler de tout cela avec vous, on va parler d'emploi, d'Europe, mais aussi de la stratégie du Front National qui est présidée aujourd'hui par votre fille Marine Le Pen. Avant cela, on va traverser la Méditerranée, direction la Tunisie, avec le visage de Chokri Belaïd, l'opposant au pouvoir tunisien qui a été assassiné cette semaine. Il y a eu ses obsèques vendredi, ça a donné lieu à des grandes manifestations d'opposants au pouvoir tunisien. D'après vous, les printemps arabes sont-ils en train d'échouer ou il faut laisser le temps ? Je crois que c'est une profonde sottise, un aveuglement criminel qui a porté nos dirigeants à croire dans un printemps arabe. Il était évident que ces pays seraient déstabilisés et qu'ils évolueraient vers des situations de plus en plus cataclysmiques. Ça va être le cas pour la Tunisie, ça va être le cas pour l'Égypte dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, vous êtes d'accord avec Manuel Valls qui parle, par exemple, d'un fascisme islamique qui monte un peu partout? Oui, c'est vrai, mais d'abord, il n'est pas certain que ces pays soient mûrs pour des démocraties à l'occidentale. Et que, quelquefois, la solution à laquelle ils se rallient, c'est un pouvoir autoritaire, généralement militaire, après les désordres de la rue. C'est, je pense, le schéma auquel nous assisterons. Malheureusement, ces pays sont en voie de se ruiner, puisqu'aussi bien l'un et l'autre, je parle de l'Égypte et de la Tunisie, étaient des pays qui tiraient une partie de leurs ressources du tourisme, et que malheureusement, les événements qui s'y passent découragent les touristes. Il y a eu un événement particulier hier, puisqu'il y avait des manifestations à Tunis de proches du parti islamiste Ennahda, qui s'insurgeaient contre les propos de Manuel Valls que je vous donnais tout à l'heure, qui parlait de fascisme islamique en Tunisie ou ailleurs. Qui a raison, Manuel Valls qui parle de fascisme islamique ou les manifestants? Je crois que on emploie ce mot d'une façon souvent aberrante à toute occasion. Je pense qu'il s'agit d'un phénomène islamique. Voilà, c'est ça, c'est fondamental. Et quand vous voyez ces images de la France dégage? Oui, c'est évident, mais nous donnons l'impression de nous mêler de tout, n'est-ce pas? Nous avons participé militairement à renverser Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous sommes intervenus militairement en Libye contre Kadhafi. Nous intervenons maintenant militairement au Mali. La France est sur tous les fronts. Alors elle ne doit pas s'étonner de voir ceux qu'elle attaque se rebeller. Voilà, mais c'est normal. On va revenir en France. Les préoccupations du moment, la préoccupation, c'est bel et bien l'emploi, avec une industrie qui est au point mort. Près de 25 000 emplois supprimés l'an dernier dans tous les secteurs. Chaque semaine, une grande entreprise se retrouve à la une de l'actualité. Petroplus, par exemple, la raffinerie de Rouen, il va falloir sauver 470 emplois. Parmi les dossiers présentés, il y a notamment celui qui est soutenu par le gouvernement, un dossier soutenu par un groupe pétrolier égyptien. D'après vous, quand il s'agit de sauver des emplois, peu importe la nationalité du repreneur? Non, je crois que ce qui est essentiel, c'est de sauver une activité économique. Et l'emploi en est sauvé par conséquence, en quelque sorte. Il peut être essentiel pour la France de garder des éléments de raffinage pétrolier, et si c'est un cas stratégique en quelque sorte. Mais moi je m'indigne toujours et je m'inquiète surtout quand je vois des gens qui sont ruinés, les Égyptiens, faire des investissements dans notre pays. Et je vois toujours un petit peu la main de l'émir du Qatar derrière tous ces investissements, et ça, je dois dire que je les crains. Une petite réflexion aussi, vous avez dit que j'avais 40 ans d'expérience. Non, 57 ans. Oui, d'accord, 40 ans de Front National. Juste à propos de l'économie française, vous dites que vous vous inquiétez éventuellement de l'arrivée de capitaux égyptiens avec derrière le Qatar. Mais l'économie française peut-elle vivre en circuit fermé? Elle pourrait le faire en tous les cas plus sérieusement qu'elle ne le fait aujourd'hui en circuit ouvert, si j'ose dire. Nous avons supprimé nos frontières parce que nous appartenons à l'Union européenne, hélas. Et ce faisant, nous sommes en concurrence sauvage avec des pays qui ont des modes de production 10 fois moins coûteux que nous. Par conséquent, nous ne sommes pas au point mort, monsieur. Nous sommes en train d'évoluer vers la suppression de l'industrie française, la disparition. Vous parlez de secteurs stratégiques, vous parliez de la raffinerie par exemple, mais on parle aussi d'ArcelorMittal, de PSA.
On parle de la possibilité de nationaliser ces entreprises, partiellement ou entièrement. Est-ce que c'est une bonne idée de nationaliser les entreprises pour les sauver? Ce qui est une bonne idée, c'est de revenir au cadre national, dans tous les domaines, y compris dans celui de la pêche et des 200 000. Oui, mais ça veut dire nationaliser, alors. Nos pêcheurs. Ça veut dire nationaliser, le cas échéant. Mais, éventuellement, nationaliser provisoirement au moins, de façon à trouver des repreneurs qui soient en mesure d'assumer la production. Car c'est de ça qu'il s'agit. Or, dans la situation où nous nous trouvons, submergés par l'immigration étrangère, ruinés sur le plan économique, nous sommes dans une situation dramatique. Il faut avoir le courage de le dire. Une entreprise où l'État a encore des parts, c'est Renault, qui est en pleine restructuration aussi. Le climat social est tendu dans l'entreprise. Et les ouvriers sont évidemment inquiets pour leur avenir. On va en entendre quelques-uns. On a un patron qui gagne 36 000 euros par jour. Nous, on gagne 25 000 à l'année. C'est à qui de faire des efforts? C'est à eux ou c'est à nous? C'est à eux. Aujourd'hui, ils nous prennent un petit peu et puis demain, ils vont nous prendre autre chose. Puis après, ils vont fermer les usines. Donc, c'est du chantage. On est d'accord pour travailler plus, mais pour gagner plus. Pas pour travailler plus, pour gagner moins. Pour être encore dans la misère. Vous vous sentez proche de ces ouvriers qui sont inquiets? Oui, des ouvriers, oui. Je ne me sens pas proche de ceux qui, avec le Parti communiste, pendant 50 ans, ont été responsables en quelque sorte de la marche de cette entreprise. Vous parlez de qui? Des délégués syndicaux? Je parle de l'action du Parti communiste, oui, entre autres, mais aussi les syndicaux, les représentants syndicaux, parfaitement. Ils ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont pas au-dessus de la critique. Et donc vous dites qu'ils sont responsables en partie de ce qui se passe chez Renault? Oui, je pense que l'état d'esprit a abouti dans cette entreprise à des conditions de production et de fonctionnement qui ne la mettent pas en situation compétitive avec ses concurrents étrangers. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale en France, d'après vous? Tout le monde le dit. Mais vous en pensez quoi? Et pourquoi pas? Nous atteignons des seuils d'insupportabilité, à la fois sociale et politique, tels qu'on peut parfaitement s'attendre à des troubles, en notant au passage d'ailleurs que nos forces de l'ordre se trouvent en grande partie à l'étranger d'ailleurs. Hein. Mais quand vous dites on peut s'attendre à des troubles, vous les condamnez d'avance? Je condamne les troubles parce qu'ils ne font que retarder la solution des problèmes et rendre plus difficile encore leur solution. Mais je vous parlerai sans doute tout à l'heure, je crois aussi que nous sommes menacés d'une formidable vague d'immigration massive à la suite de l'appauvrissement et de la démographie galopante du reste du monde. Et je crois que de cela, nous ne prenons pas la dimension et que c'est probablement ce qui est le plus important dans notre pays. Revenons à l'emploi. Comment relancer l'activité et l'emploi? Parce que c'est vraiment la question. Vous savez que le MEDEF et 3 syndicats, dont la CFDT, ont signé un accord pour permettre plus de flexibilité dans les entreprises quand ça va un peu moins bien pour les entreprises. Vous voteriez pour cet accord si vous étiez député national? Oui, je suis en principe plutôt pour un accord social qu'une mesure directive, en quelque sorte, de l'État. Néanmoins, je crois que la situation générale est telle que les accords qui interviendront ou par branche ou même globalement entre syndicats ne résoudront pas le problème. Le problème est beaucoup plus grave et beaucoup plus vaste que ça. Nous avons accueilli des millions d'immigrés dans notre pays qui sont pour la plupart des chômeurs. Et par conséquent, nous avons alourdi la charge du chômage et la charge sociale. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'arrange puisqu'elle va s'aggraver. Mais quand vous dites des millions d'immigrés, regardez par exemple chez Renault, chez PSA, les travailleurs qui sont menacés de chômage sont des descendants d'immigrés. Aujourd'hui, ils sont victimes de la crise. Oui, bien sûr, c'est évident, mais il y a des immigrés qui se sont parfaitement intégrés à la nation française et au travail français, bien sûr, et qui sont nos compatriotes, souvent, mais je pense qu'il y en a des millions d'autres. Nous avons accueilli beaucoup trop d'étrangers dans notre pays. Nous en avons naturalisé beaucoup trop. Monsieur Sarkozy en a naturalisé à lui seul 750 000 en 5 ans. C'est dire que nous accueillons la misère du monde, nous la faisons venir et nous nous étonnons après d'en payer les prix. Promouvoir le Made in France, le fabriquer en France, pour le dire en français, ça fait partie des débats du moment. C'est une bonne idée d'après vous? Oui, ça serait une bonne idée si nous avions des frontières contrôlées. Non pas la ligne Maginot, comme disent sottement nos adversaires, mais des frontières contrôlées qui nous permettent d'ailleurs de percevoir des droits de douane et d'équilibrer en quelque sorte les prix entre ceux de l'importation et ceux de la production nationale. Si nous ne faisons pas cela, nous disparaîtrons, c'est clair. Alors on entend bien dans ce que vous dites là, même quand on parle d'emploi, que vous parlez d'immigration, de frontières. Donc au Front National, finalement, les fondamentaux restent, même si la nouvelle génération, en premier lieu Marine Le Pen, a pris la tête du Front National, a-t-elle banalisé le
parti. On va en parler avec Bruno Jeudi, le rédacteur en chef du Journal du Dimanche, qui nous rejoint. Bonjour Bruno. Bonjour Francis, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour monsieur. Francis le disait, cela fait 2 ans maintenant que votre fille Marine a pris les rênes du parti que vous avez fondé en 1972. Votre Front National semble avoir bien changé, sa perception aussi. Selon un récent sondage publié dans Le Monde, 32% des personnes interrogées déclarent adhérer aux idées du FN et presque 1 sur 2 estiment que le Front National ne représente plus un danger pour la démocratie. Alors ma première question est simple. Est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans ce FN qui se normalise, qui se banalise, à en croire les sondages? Oui, je crois que le Front National n'a pas beaucoup changé. Il s'est amélioré avec Marine Le Pen et il s'est rajeuni et c'est bien normal. Mais ce que je crois qui a changé, c'est le regard des Français sur le Front National et le regard des Français sur la situation générale de la France. Les Français s'aperçoivent que les critiques que faisait le Front National sont justifiées, que son programme est raisonnable alors qu'ils étaient décrits par leurs adversaires comme extrémistes. Et c'est cette considération-là qui va faire que de plus en plus, au fur et à mesure que la situation s'aggravera, car elle va s'aggraver, oui, eh bien, il y aura de plus en plus de Français pour espérer que le Front National arrive au pouvoir. Vous dites que le FN s'est amélioré sous la houlette de votre fille. Est-ce qu'il faut que ce FN version Marine Le Pen aille jusqu'au bout de cette forme de banalisation en passant par exemple des accords locaux avec certains élus UMP au municipal l'an prochain? Non, mais nous n'avons jamais été adversaires d'accords locaux. Nous avons été adversaires jamais eu d'accord jusqu'à présent. D'un accord global avec l'UMP, puisqu'aussi bien ce parti n'a pas des positions politiques qui sont contraires à celles du Front National. Il est euromondialiste, il est immigrationniste, c'est-à-dire c'est exactement l'inverse du Front. En revanche, dans la logique de l'élection à 2 tours, qui oblige en quelque sorte les partis et les mouvements à se regrouper au 2e tour, il est tout à fait normal que l'on passe des accords sur le plan local, sur le plan municipal, c'est pas tout à fait la position régionale. C'est pas tout à fait la position de Marine Le Pen, qui elle, pour l'instant, campe plutôt sur l'idée, comme l'UMP d'ailleurs, pas d'accord pour l'instant entre l'UMP et le FN. Pas d'accord entre l'UMP et le Front National, mais des accords éventuels sur le plan local. Oui. Est-ce qu'il y a des élus du FN ou des gens qui seront candidats qui veulent passer des accords dans des villes? Est-ce que vous en connaissez? Des gens qui sont partisans dans certaines villes, des candidats que vous connaissez dans le sud de la France? Il s'agit de doter les municipalités d'équipes capables de les gouverner. Par conséquent, les gens du Front National sont dans beaucoup d'endroits des gens compétents et dévoués. Ils ont leur place dans l'administration municipale, quelquefois même à la tête de cette administration. Et un accord avec les gens qui sont les plus proches sur le plan local, sur le plan municipal, est tout à fait normal et concevable. Par exemple, avec quel élu UMP vous verriez passer un accord dans une municipale, dans une mairie? Je ne fais pas de personnalité. Et puis, je ne suis pas candidat aux élections municipales. Par conséquent, je laisse le soin à nos candidats de définir quelles sont les possibilités d'accord. Il y a des villes éventuellement que vous verriez où un accord serait possible. Des accords locaux. Je ne sais pas, peut-être, disons Marseille par exemple. Marseille, pour prendre un cas que je connais bien, puisque je suis élu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors il y a un homme qui monte en puissance au Front National, qui incarne un peu ce nouveau Front National, c'est Florian Philippot, vice-président, véritable numéro 2 du parti, qu'on voit partout, y compris à Colombey les 2 églises pour aller fleurir la tombe du général. Alors il paraît que vous n'aimez pas trop ce monsieur. Est-ce qu'il prend trop de place dans le parti? Je crois que M. Philippot est un élément extrêmement valable, qui a sa propre personnalité. Je crois qu'il n'est pas numéro 2 du parti, parce qu'il n'y a pas de numéro 2 au Front National. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais il a tout à fait sa place et il l'a remplie, je crois, d'une façon satisfaisante. Qu'est-ce qu'il apporte au Front National? Il apporte beaucoup de choses, il apporte une compétence indéniable. Chacun apporte ce qu'il peut, n'est-ce pas? Les uns, c'est leur dynamisme, d'autres, c'est leur compétence privée. Depuis quelques jours, Monsieur Le Pen, il est possible d'adhérer directement au Rassemblement Bleu Marine, une structure parallèle au FN. Est-ce que c'est le début de la fin du FN, puisque, en quelque sorte, c'est possible de contourner l'adhésion au Front National en faisant entrer des anciens UMP ou des personnalités comme Gilbert Collard? Je ne le crois pas. Mais si c'était ainsi, je dis franchement que je préfère la formule du Front National qui, en 40 ans, a fait la preuve de son courage, de sa pérennité, de son dévouement et de sa volonté. Vous n'allez pas adhérer, vous, au Rassemblement Bleu Marine? Ah non, sûrement pas. Je suis président d'honneur du Front National, je le reste. Pourquoi le Rassemblement Bleu Marine? Ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. C'est une voie. Mais écoutez, en 86, quand il y a eu des élections
au suffrage proportionnel, eh bien j'ai fait le Rassemblement national. Par conséquent, cette stratégie ne me dérange pas du tout. C'est une stratégie électorale, voilà. Le style à la tête du Front National n'a pas changé, a changé plutôt, mais le fond, lui, reste le même. Il y a Malek Bouti, ancien numéro 1 de SOS Racisme, qui est aujourd'hui député PS de l'Essonne, qui vous interpelle, qui vous pose une question précise. Bonjour monsieur, l'immense majorité de vos électeurs votent pour votre formation politique parce qu'ils sont contre l'immigration, contre les étrangers, contre la présence de leurs enfants en France. Ma question est simple. Si le Front National avait le pouvoir, est-ce qu'il renverrait massivement les étrangers qui vivent en France et retirerait-il la nationalité française aux enfants d'étrangers qui vivent dans notre pays? Monsieur Bouti, le Front National n'est pas xénophobe, il est francophile. Et par conséquent, il définit des solutions qui sont les plus favorables au peuple français. J'ai dit que nous estimons qu'il était entré trop d'immigrés dans notre pays, qu'on avait naturalisé trop d'étrangers, mais je crois que ce qui est essentiel maintenant, c'est de fermer la porte. Immigration zéro doit être la politique. Pour répondre à la question, ne pas renvoyer forcément les étrangers qui sont aujourd'hui en France. Non, n'importe comment, cela ne se fera pas de force, bien évidemment. Mais cela peut aboutir, cela peut plutôt être la conséquence d'accords avec d'autres pays ou de la volonté, des avantages qui pourraient être offerts à ceux qui regagneraient leur pays. Ce qui est souvent le souhait d'un certain nombre d'entre eux. Ça veut dire plus de naturalisation aussi? Oui, je dois dire que pour l'instant, je considère qu'il faut stopper le mouvement d'entrée des étrangers dans notre communauté nationale qui est menacée d'explosion de ce fait. Pour changer de sujet, il y a Marine Le Pen qui n'a pas appelé au mariage, à manifester contre le mariage homosexuel. Est-ce que dans votre esprit, elle a commis une faute stratégique, une faute qui risque de la couper peut-être de votre électorat traditionnel? Non, mais c'est inexact, parce que le bureau politique du Front National a voté une motion présentée par Marine Le Pen et votée à l'unanimité pour appeler à cette manifestation. Mais elle n'a pas souhaité participer elle-même à cette manifestation. A voulu faire un geste personnel et symbolique pour attirer l'attention de l'opinion sur le fait que nous ne devons pas nous laisser aveugler par des débats sociétaux dont on peut penser qu'ils sont suscités justement pour masquer les grandes questions fondamentales. Ça a quand même brouillé son image. Est-ce que vous pensez qu'elle a commis une fausse stratégique sur cette question? Non, je ne crois pas. Bon, écoutez, chaque fois qu'on agit, on encourt la critique. Marine aurait pu participer à la manifestation. C'était mon souhait. Elle en a jugé autrement. Elle est la présidente du mouvement. À vous entendre quand même, Monsieur Le Pen, on a l'impression que vous cherchez tout le temps un peu à la couvrir. Est-ce que c'est pour la protéger j'allais dire, de Bruno Gollnisch et de ceux qui sont tenants d'une ligne plus dure? Bruno Gollnisch est un ami et un collaborateur aussi bien de Marine que du Front National. Il n'est pas en concurrence avec elle et il n'est pas question que lui attaque Marine Le Pen. Au contraire, il est un collaborateur de l'équipe qui dirige le mouvement. Merci Bruno d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche pour ces questions à Jean-Marie Le Pen. Vous parliez tout à l'heure de Marseille à propos des municipales. Vous savez qu'il y a un homme qui fait son retour du côté de Marseille, c'est Bernard Tapie, qui a été aussi votre concurrent politique il y a quelques années, localement. Il s'était présenté aux régionales, vous vous souvenez, aux européennes aussi. L'imaginez-vous revenir en politique à Marseille? Je ne crois pas. Je crois que tout de même c'est un peu un has-been. C'est un has-been friqué dans les conditions que l'on sait. Mais je ne suis pas sûr qu'il souhaite lui-même revenir sous les feux de la rampe à Marseille et devant le peuple marseillais. Je ne suis pas sûr qu'il aurait des chances. En tout cas, aujourd'hui, il est patron de presse puisqu'il a racheté le groupe de journaux La Provence, le titre phare de Marseille. Ça prouve quand même qu'il n'a pas rompu totalement les liens avec Marseille. Ah non, mais bien sûr, mais je souhaite d'ailleurs que si M. Tapie est un dirigeant loyal de la presse, ça sera un progrès, puisque la presse de Marseille était plutôt socialiste, il faut dire la vérité, depuis longtemps, depuis Gaston Defferre. Alors peut-être que M. Tapie va insuffler un esprit nouveau, plus démocratique. Ce serait un service qu'il pourrait rendre à la collectivité nationale. Une question pour ou contre maintenant. Vous savez que le gouvernement a donné son feu vert à l'expérimentation de salles de shoot à Paris pour accueillir les toxicomanes dans de bonnes conditions. Vous êtes pour ou contre? Oui, je suis tout à fait contre. Je pense petit peu, comme Gilbert Collard, qu'on pourrait aussi faire des salles de viol pour expérimenter. Je crois que nous savons très bien... C'est un peu exagéré quand même. Nous savons très bien que la drogue est mortelle à tous les niveaux, qu'elle soit considérée comme modérée ou pas.
Je crois qu'il faut détourner les gens de la drogue, il faut soigner les drogués. Mais comment alors? Il faut les détourner de la drogue. Mais comment? Eh bien, je crois en donnant un dynamisme au pays, en donnant un objectif à la jeunesse, parce que je crois qu'il y a dans ce phénomène de drogue un repli sur soi, une désespérance que l'on doit lutter. Contre laquelle on doit lutter par une volonté nationale. Mais ça, c'est à long terme. Mais pour ceux qui se droguent, là, aujourd'hui, les laisser dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, s'ils se droguent, ils prennent leurs risques, on peut les soigner chaque fois que l'on peut, mais on ne peut pas les aider à pratiquer la consommation de drogue de façon plus facile et plus saine. On va parler de l'Europe maintenant, où la France est plus ou moins écoutée selon les périodes et les enjeux, en particulier quand il s'agit de décider de l'argent de l'Europe, du budget européen. Le budget européen qui a été adopté par les chefs d'État des 27 pays membres de l'Union européenne, 960 milliards entre 2014 et 2020, en baisse de 3% par rapport au précédent. Mais il y a deux thèses. Il y a François Hollande qui dit qu'il faut faire un budget pour relancer la croissance, et puis il y a les Allemands et les Anglais qui disent au contraire austérité. Vous êtes de côté de François Hollande ou d'Angela Merkel? François Hollande est un socialiste dont la solution consiste toujours à dépenser plus d'argent. Donc vous êtes plus d'accord avec Angela Merkel? Et à faire appel de plus en plus à l'emprunt. Nous sommes déjà écrasés par une dette nationale formidable et par conséquent, il n'y a pas de solution de ce côté-là. Quels sont les pays qui ont exigé la diminution du budget de l'Europe? Ce sont les pays qui, économiquement, marchent parce qu'ils font des efforts particuliers pour continuer à exister. Donc ça veut dire que de ce point de vue, vous êtes plus proche de David Cameron, l'anglais, ou Angela Merkel, l'allemande, que François Hollande, le français? Oui, parfaitement. C'est votre choix. Parfaitement. Je suis contre la dépense préconisée par M. Hollande, aussi bien sur le plan national que sur le plan européen. D'ailleurs, vous savez, je ne suis pas très européen, je suis un eurosceptique de vieille date. C'est pour ça que je vous pose la question. L'euro, dont on se pose la question de savoir s'il est trop fort, pas assez fort. Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a dit la semaine dernière que l'euro était trop fort. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais je constate que quand c'est Marine Le Pen qui propose la dévaluation, c'est abominable. Et quand ce sont les européistes qui, sous la pression de la nécessité, la proposent aussi, eh bien, ça devient pratiquement acceptable. Voilà. Mais comment vous comprenez ces propos de Pierre Moscovici? C'est une reconnaissance de vos thèses ou c'est quoi? Oui, je crois que c'est cela, mais c'est arrivé à M. Sarkozy. Ça arrive maintenant aux socialistes parce qu'il arrive un moment où on ne peut pas nier que l'eau soit humide. Alors, sauf que vous dites, vous êtes eurosceptique, on le sait, et le Front National prône le retour au franc. Ça a été aussi dans la campagne présidentielle. Or, d'après le sondage TNS-Sofres que Bruno Jeudi évoquait tout à l'heure, qui a été publié cette semaine sur l'image du Front National, c'est l'idée qui passe le moins chez les Français. Ils pensent que le retour au franc est impossible. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de logiciel? Non, je crois que quand on croit à une vérité, on a la nécessité de la proclamer, même si elle n'est pas pour le moment partagée par une majorité de nos concitoyens. Je crois qu'il y a 25% des gens qui suivent les thèses du Front National. Je crois qu'au fur et à mesure de l'évolution des problèmes économiques et sociaux en Europe, eh bien, on s'apercevra que la position du Front National était la position raisonnable qui consistait à, en accord avec nos différents partenaires européens, essayer d'abandonner cet euro qui est responsable, selon nous, du fait que la zone euro soit la zone la plus pauvre, enfin plus exactement celle où la croissance est la moins forte de l'ensemble du monde, alors qu'on nous avait, avec l'euro, promis exactement l'inverse. On va terminer avec Johnny Hallyday. 50 ans de chansons françaises, lui, vous disiez 50 ans de carrière politique pour vous. Dans ses mémoires, il se présente comme le symbole de la France. D'après vous, Johnny Hallyday représente-t-il bien la France? Dans une certaine mesure, oui, avec ses grandeurs et ses médiocrités, avec ses hauts et avec ses bas. Oui, c'est un battant, c'est un personnage, en effet, il est emblématique. Et compte tenu de l'importance du showbiz dans la vie sociale d'aujourd'hui, eh bien, il est enfin quelqu'un qui joue un rôle, c'est vrai. Il a aussi profité de ses mémoires pour dire qu'il y avait une chasse aux riches en France et pour finalement dire que s'il y a des artistes qui s'exilent en Suisse, en Belgique ou autre, c'est pour échapper aux impôts et qu'il les comprenait puisque lui-même se dit qu'il s'est posé la question. Que pensez-vous de ces artistes qui s'exilent pour pas payer d'impôts? Oui, écoutez, je crois que la chasse aux riches est une imbécilité. Mais elle existe vraiment, vous croyez, en France? Comme le dit le proverbe chinois, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Mais des riches qui partent, ce sont de bons patriotes?
Oui, ce sont mes compatriotes. Moi, j'ai dit ce que je pensais. En particulier, quand une de nos grandes vedettes de cinéma est partie, j'ai dit, je comprends très bien qu'il veuille combattre le système fiscal français, mais il doit le faire dans son pays et non pas à l'extérieur. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche. Tout de suite, on retrouve l'actualité nationale, le 12-13 national, avec Catherine Matoche.